Bonjour à tous. Nous sommes le 26 août, une journée que nous estimons très importante, car nous avons des nouvelles explosives en provenance du bureau du Premier ministre pakistanais que nous avons le privilège de vous apporter. Nous avons aussi des nouvelles venant du bureau du président iranien que nous avons également le grand privilège de vous communiquer, ainsi que bien sûr de nos autres canaux. Si vous appréciez ce que nous faisons, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. Allez sur Substack, devenez membre payant. Nous vous transmettrons ces renseignements explosifs directement dans votre boîte mail, 2 fois par semaine. Je suis accompagné de mes chers collègues, les analystes très admirés et très respectés, Larry Johnson et Pepe Escobar. Je vais donc d'abord donner la parole à Larry Johnson. Bonjour. Merci, Z. Nous sommes à un moment intéressant concernant la guerre entre l'Iran et d'un côté Israël et les États-Unis de l'autre. Trump essaie de trouver une porte de sortie, mais il n'arrive même pas vraiment à trouver l'autoroute. Vous savez, il faut d'abord comprendre qu'on est sur l'autoroute avant de pouvoir prendre une sortie. L'annonce de cette semaine, l'annonce du jour J faite par Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, s'est révélée être un jour sans effet. Pas un jour J. C'était un jour sans effet parce qu'il a parlé d'imposer des sanctions aux pays qui effectuent des transactions en dollars avec l'Iran. Eh bien, devinez quoi? L'Iran ne fait pas de transactions en dollars avec la Chine, ni avec la Russie. Et je ne suis pas sûr pour le Pakistan, mais je soupçonne qu'ils ne le font pas forcément non plus avec le Pakistan. Avec la Turquie, peut-être. Et ce sont les 4 pays clés quand il s'agit de commerce et de sanctions. Ce que dit Bessent, et j'ai eu une longue discussion ce matin avec un bon ami à moi, un trader obligataire expérimenté, qui connaît Bessent, c'est que Bessent n'est pas aussi stupide qu'il en a l'air. Il insiste sur le fait qu'il sait très bien qu'il doit dire des choses stupides et faire le jeu de Trump. Alors je lui ai dit, d'accord, je fais confiance au jugement de mon ami. Mais quand je dis que Bessent dit des choses stupides, c'est parce qu'il parle de l'effondrement de l'économie iranienne, en se fondant sur ce qui se passe avec le produit intérieur brut. Sauf que quand on regarde le PIB en parité de pouvoir d'achat, les chiffres bruts du PIB montrent clairement, si vous voulez, un effondrement du PIB iranien. Mais la parité de pouvoir d'achat raconte exactement l'inverse. Le produit intérieur brut de l'Iran est passé de 1 400 milliards en 2015 à près de 2 200 milliards aujourd'hui, en 2026. J'ai parlé avec 3 personnes différentes qui se sont rendues en Iran. L'une d'elles est un bon ami de Pepe et de moi, Nima Al-Kashid. Nima y était en janvier, mais sa visite précédente remontait à 12 ans. Je lui ai demandé comment était l'Iran que tu as vu en janvier par rapport à celui que tu avais vu en 2014. Il m'a répondu, « Oh, c'est le jour et la nuit, et aujourd'hui, c'est tellement mieux. » J'ai parlé à 2 étrangers qui avaient visité l'Iran pendant les funérailles d'Ali Khamenei, Suleiman Ahmed et Chris Halali. Chris est américain, Suleiman est citoyen britannique. Je leur ai demandé, « Vous avez eu des difficultés à trouver de la nourriture ?» Ils m'ont répondu, « Le seul problème qu'on a eu avec la nourriture, c'est qu'on en avait trop. On a tous pris du poids. » Ils grossissaient à force de manger toute cette nourriture. Il a dit que les Iraniens étaient incroyablement hospitaliers. Donc cette idée selon laquelle, vous savez, quand on entend Bessent et Trump dire « Oh, les troupes iraniennes ne sont plus payées, elles souffrent, l'économie s'effondre », tout ça, ce sont des absurdités. C'est un mensonge. C'est de l'auto-illusion. L'Iran est désormais dans une position telle, grâce à ses relations économiques avec la Russie, la Chine, le Pakistan et la Turquie, qu'il n'est plus coupé du monde du commerce comme il l'était il y a 10 ans,
quand le JCPOA était encore en vigueur. À l'époque, la Russie comme la Chine étaient disposées à faire appliquer les sanctions occidentales contre l'Iran, plus aujourd'hui. Donc, la base d'une possible porte de sortie pour Trump dépend de ceci. Trump va-t-il réactiver le protocole d'accord ou non? Will Trump revive the MOU or not? Our understanding is, and I'll stand corrected if I'm mistaken. Notre compréhension, et corrigez-moi si je me trompe, c'est que le message qu'Assim Mounir a apporté à Téhéran était « Que devons-nous faire pour relancer cela ?» Et la réponse de l'Iran a été très simple. Trump doit respecter le protocole d'accord, dans son intégralité, pas seulement une partie, dans son intégralité. Cela met les États-Unis face à la nécessité, si vous voulez, de faire le premier pas. Or, il se dit que le Pakistan pense avoir les grandes lignes d'un accord qui permettrait aux États-Unis et à l'Iran de se réengager simultanément sur le protocole d'accord. Personnellement, je pense qu'il y a encore de réelles difficultés, parce que l'Iran ne renoncera pas à son contrôle du détroit d'Ormuz. Point final. L'accord conclu avec Oman va permettre à l'Iran de percevoir des droits sur tout le trafic entrant. En même temps, l'Iran l'a très clairement dit, plus aucun navire militaire, aucun navire, aucun bâtiment naval lié à une armée étrangère ne sera autorisé à entrer dans le Golfe. Il ne sera ouvert qu'au transit pacifique. Pour les États-Unis, ce seront des concessions difficiles à accepter. Mais une chose pourrait les y contraindre. Ce qui se passe sur le front international de l'énergie, notamment en ce qui concerne le diesel et le carburant d'aviation. Nous l'avons déjà souligné, et je le répète, le type de pétrole, le pétrole lourd et soufré qui sort du Golfe Persique, est celui qu'utilisent certaines raffineries en Inde, en Chine, en Corée du Sud et au Japon. Il y a une différence entre ces raffineries sont conçues pour traiter du pétrole brut sulfuré. Et c'est dans ce pétrole brut sulfuré qu'on trouve ce qu'on appelle les distillats moyens. Et à partir de ces distillats moyens, ils produisent, transforment, raffinent du diesel et du carburant d'aviation. La coupure de 20% de l'approvisionnement mondial de ce carburant a réellement pris effet autour du 1er août. Cela n'était pas évident pendant les 40 premiers jours de la guerre, la phase 1, parce qu'il restait encore du pétrole dans des pétroliers en haute mer. La phase 2, c'est que tous les pays du monde puisaient dans leurs réserves de pétrole. Ils tiraient sur leur épargne. Imaginez que vous ayez 60 000 $ d'économie. Vous gagnez 10 000 $ par mois. Vous êtes licencié, mis à pied, et vous continuez à retirer ces 10 000 $ de votre compte bancaire. Vous tenez 6 mois, et après, c'est ce qui est arrivé au monde aujourd'hui. Parce que ces 20 millions de barils par jour qui sortaient du Golfe Persique ne sortent plus, malgré ce que dit Trump, malgré ce que dit Hegseth. Le pétrole ne sort pas du Golfe Persique. Et cette pénurie mondiale de diesel et de carburant d'aviation est réelle. Elle s'aggrave. Même aux États-Unis, le prix du diesel a augmenté d'au moins 2,30 $ par gallon. Et en ce moment, sur la côte ouest des États-Unis, de l'Alaska à la Californie, ils payent plus de 6 $ le gallon. Avant, ils en payaient 3. Et cela affecte l'économie. Le secteur agricole, le secteur des transports et même le chauffage, ce que les gens utilisent pour chauffer leur maison au fioul quand arrive l'hiver. Donc ce que nous observons, je pense, c'est que les pressions économiques sur les États-Unis vont s'accroître et les pousser à conclure un accord. C'est ce que j'ai. Pepe, voulez-vous commenter les informations que nous avons reçues du bureau du Premier ministre pakistanais et qui sont corroborées par celles que nous avons reçues directement de la présidence iranienne? Je comprends qu'il n'est pas l'homme qui négocie l'accord. Mais, d'après ce que j'ai compris, il était dans la pièce quand Assim Mounir parlait avec celui qui négocie l'accord, à savoir le bras droit de Mojtaba Khamenei, Mohsen Rezaei.
Je veux dire, c'est ce que nous rapportons, Pepe. Et c'est sur cela que je m'appuie, parce que je crois que ces sources me disent exactement ce qu'elles savent. D'accord, merci Larry. Merci Monsieur Z. Oui, je vais faire, disons, une légère mise à jour de notre longue conversation d'hier. Hier, nous avons examiné en détail ce qu'Asim Munir et la délégation pakistanaise avaient réellement réussi à faire à Téhéran, ainsi que la réponse iranienne. Et bien sûr, lorsque Naqvi est retourné à Islamabad, il a contacté Baker, l'ambassadeur américain par intérim à Islamabad. Essayons donc d'aborder les 5 points essentiels de ce qui pourrait être la énième voie vers la relance du protocole d'accord du chat mort. C'est incroyable. Ce chat n'a pas 9 vies. Il en a 1 500 000. Il ressuscite chaque semaine. Mais c'est tout ce que nous avons, nous, pauvres âmes mortelles, qui ne sommes pas des dieux grecs. Alors disons que le premier point, c'est le détroit d'Ormuz. Et je vais suivre la manière dont les médiateurs pakistanais, la délégation pakistanaise qui était à Téhéran, présentent la voie possible pour la suite. Et bien sûr, en tenant compte des retours, disons, relativement favorables qu'ils ont reçus de Téhéran. Notamment, quand Pezeshkian a déclaré hier que la guerre était peut-être sur le point de prendre fin. Venant de Pezeshkian, c'était un peu excessif, parce que nous sommes très très loin, ne serait-ce que du début de la fin. Donc c'est très très important, le détroit d'Ormuz. Supposons que les Iraniens fassent un premier pas. Selon toute considération rationnelle, ce serait un pas suicidaire, parce qu'ils prendraient l'initiative, disons, de mettre en place une sorte de mécanisme contrôlé de réouverture du détroit d'Ormuz, sans aucune réciprocité ni garantie de la part des Américains. Mais supposons qu'ils le fassent. Quelle réciprocité attendrait-il des États-Unis? Que Washington commence immédiatement à mettre fin au blocus naval et, disons, à appliquer le scénario du suivre l'argent. Cela signifie commencer à restituer au moins une partie des fonds iraniens. Commençons, par exemple, par ces fonds détenus dans les banques qataries et commençons à alléger certaines sanctions. Cela doit se faire simultanément. Si l'Iran commence, rien ne garantit absolument que les Américains commenceront à respecter leur... Et d'ailleurs, ce sont des engagements écrits, je ne dirais pas gravés dans la pierre, mais écrits quand même sur papyrus, peut-être, par le président des États-Unis et par le président iranien. Tous deux ont signé le protocole d'accord, et toutes ces dispositions en font partie. Donc encore une fois, c'est comme si on était dans un jour sans fin, en fait. Les Iraniens doivent sans cesse rappeler aux Américains, par l'intermédiaire des Pakistanais, qu'il existe une porte de sortie. C'est de respecter le protocole d'accord et de commencer à l'appliquer. Bon, pour la énième fois, et c'est une tâche sisyphène, vous savez. Et le rocher fait la taille de la planète, en fait. Vous savez, quand on le remonte en haut de la colline. Trump finira-t-il par comprendre que c'est sa porte de sortie? Aucune garantie, absolument. Même si, bien sûr, les médiateurs pakistanais, après ce déplacement qui a duré plus d'1 jour et demi, en fait, parce qu'ils parlaient à tout le monde. Surtout, comme M. Z vient de le dire, la conversation la plus importante a eu lieu entre Munir et Mohsen Rezaei. Ce qui revient en pratique à Munir parlant au guide suprême, puisque Mohsen Rezaei est le représentant personnel du guide, en plus d'être secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale. Les 2 points essentiels sont donc Ormuz et la réciprocité, et ils doivent aller de pair dès la première minute. Y a-t-il des garanties que cela se produise? Aucune. Il n'y a que de l'optimisme, même du côté iranien. Bon, supposons que cela marche, parce qu'aujourd'hui, essayons de ne pas nous laisser engloutir par les sombres nuages qui sont partout.
Il y a le processus de désescalade. Cela signifie que la désescalade militaire commencerait immédiatement, juste après ces deux premières mesures. Une ouverture contrôlée du détroit d'Ormuz par l'Iran et le début, par les États-Unis, de la mise en œuvre des engagements du protocole d'accord, surtout sur l'aspect financier et sur celui du blocus naval. Le médiateur, une fois encore, comme auparavant, même avant que le protocole d'accord ne soit effectivement arrêté et signé, sera de nouveau le Pakistan. Le Pakistan se retrouvera donc dans la position peu enviable d'être en plein milieu pour tenter de mener cette négociation indirecte entre Washington et Téhéran. Ce qui d'ailleurs nous ramène au terrain du protocole d'accord, car, et c'est notre dernier point sur ce qui pourrait se passer ensuite, entre 60 et 90 jours plus tard, les deux parties essaieraient de transformer ce qui serait un cessez-le-feu provisoire ou une porte de sortie, toute cette architecture, en quelque chose de nouveau, qui s'approcherait, au moins vaguement, d'un règlement politique plus large. Bon, y a-t-il la moindre garantie que cette feuille de route va fonctionner? Non. Zéro. Est-ce qu'il y a une forme de bonne volonté qui permet de la faire fonctionner? Du côté des Iraniens, oui. Encore une fois, ils lui donnent une chance supplémentaire. Parce qu'après tout, c'était une délégation très importante qui a fait l'effort d'aller à Téhéran et de parler à tous les principaux acteurs sur place. Parce que Trump a dit à la délégation pakistanaise, « S'il vous plaît, allez à Téhéran et ramenez-les à la table des négociations. » Donc c'est le président des États-Unis qui supplie à nouveau les médiateurs, après les avoir rétrogradés lui-même, en leur disant « Bon, maintenant vous n'êtes plus rétrogradés. S'il vous plaît, sauvez-moi de moi-même. Allez en Iran et essayez de leur vendre une sorte de porte de sortie qui n'en a pas l'air. » Et c'est là le point essentiel. Je viens d'écrire une chronique il y a quelques heures. Elle est déjà publiée en Russie et j'espère qu'elle circulera aussi aux États-Unis. Le problème, c'est que lorsque je publie ça en Russie, c'est censuré dans tout le NATO-stan. Mais le titre de ma chronique, l'idée centrale, c'est que Trump cherche désespérément une porte de sortie qui ne ressemble pas à une porte de sortie. Et, bien plus important encore, vraiment, ça ne doit surtout pas donner l'impression qu'il recule. En fait, la sortie doit avoir la même apparence des deux côtés. La perception doit être la même pour l'opinion publique américaine, pour l'opinion publique iranienne, pour l'ensemble de l'Asie occidentale et pour le reste de la planète. Ils reculent de concert, de manière synchronisée, au même moment. Qui peut réussir ça? Je dirais que même Zeus et Poséidon n'en seraient pas capables, sérieusement. Mais bon, vous savez, l'espoir fait vivre, n'est-ce pas? Voilà où nous en sommes pour le moment. Une fois de plus, une très étroite fenêtre d'opportunité. N'importe quel acteur extérieur, et je n'ai même pas besoin de le nommer, parce que vous êtes tous des anciens, vous le savez déjà, peut faire dérailler tout ce qui a été plus ou moins convenu en 2 jours à Islamabad par une seule action. Mais au moins, une fois encore, nous avons peut-être les contours d'une issue. Une issue qui pourrait convenir aux deux camps parce que chacun pourrait proclamer la victoire. Je pense donc que cela vous donne une idée de la précarité de toute la situation. Nous nous raccrochons tous à des brindilles, ici comme tout le monde partout dans le monde. Mais au moins, ces brindilles sont encore là, du moins pour l'instant. Eh bien, Pépé, voilà un résumé extraordinairement concis de ce qui s'est passé. Mais je dois y ajouter quelque chose, avec tout le respect que je vous dois, à vous comme à Larry. Comme vous le savez, j'ai un profond respect pour votre analyse. J'ai un profond respect pour l'analyse de Larry, même si elles partent de points de vue différents. Mais moi, je suis la personne qui a réellement parlé à des gens présents dans la salle. Je peux donc évaluer leur enthousiasme, l'ambiance, l'état d'esprit, leurs sentiments. Bien sûr, exactement. Et ce n'est pas tout.
J'ai eu la chance, le privilège, l'honneur de parler à quelqu'un qui se trouvait dans le bureau du président iranien. Je sais que ce n'est pas l'homme le plus puissant. Je le sais. Je sais que les décisions sont prises par Mojtaba Khamenei, par l'intermédiaire de l'homme qu'il a choisi, le général Mohsen Rezaei. Je sais tout ça. Mais je parle à ces gens et je sens un changement, un enthousiasme, un espoir que je ne voyais pas encore il y a seulement un jour. Et c'est qu'ils pensent que cette fois-ci, ce n'est pas parce qu'une quelconque bonne volonté aurait soudainement jailli de sources inconnues dans le cœur sombre de Trump, qui, vous savez, est totalement sombre, nous le savons tous, mais parce qu'il y a été contraint. Il est acculé. La Chine pèse sur lui comme un rocher de la taille de l'Himalaya. Il n'a nulle part où aller. Donc, j'ai appris il y a à peine 3 heures, par le bureau du Premier ministre Sharif, de la part de quelqu'un qui est son bras droit, que Sharif s'est entretenu avec Trump. Sharif s'est entretenu avec des dirigeants iraniens. Et l'état d'esprit entre les deux capitales, c'est que cela va se dérouler dans l'ordre suivant. Simultanément, c'est bien le mot, simultanément, il y aura une ouverture du détroit d'Ormuz avec la levée des sanctions et la levée du blocus naval. Première étape. Étape suivante. 60 à 90 jours de trêve, vous savez, pas de combat. Et l'étape d'après, c'est l'annonce d'un lieu où les deux parties se rencontreront indirectement, pas directement, indirectement, avec le Pakistan comme médiateur, pour parler de tout le reste. Trump, m'a-t-on dit, est acculé. Trump, m'a-t-on dit, est acculé comme un rat. Bon, comme un rat mort, presque mort. Il n'a nulle part où aller. On lui a dit que s'il écoute le lobby sioniste, ce sera la fin pour lui. Je veux dire, sa fin est déjà là, mais ce sera la fin totale. C'est ce que j'ai entendu. C'est ce que je ressens. Et je crois que nous devons à notre public mondial de le présenter tel que nous le savons. Nous ne sommes pas capables de voir ce qui se passera à l'avenir. Nous n'avons jamais dit que nous pouvions le faire. Nous n'avons jamais dit que nous avions la capacité de prévoir ce que personne d'autre n'est capable de prévoir. Mais nous avons le privilège de voir ce que font les décideurs. Mais Monsieur Z, nous n'en voyons qu'un aspect. Vous parlez d'un côté de la question, alors qu'il y en a plusieurs. Je ne doute donc pas que vous rapportiez fidèlement la manière dont les Pakistanais le perçoivent. Mais les Pakistanais ne sont pas les seuls à avoir leur mot à dire là-dessus. Et par le passé, nous avons déjà constaté qu'ils se montraient plus enthousiastes quant à ce qu'ils pensaient être la position de l'Iran, alors que celle-ci ne coïncidait pas réellement avec le point de vue pakistanais. Et surtout sur cette question de l'ouverture du détroit d'Ormuz, il faut parvenir à la définir d'une manière qui soit cohérente avec l'accord conclu entre Oman et l'Iran sur la façon dont cela va être géré. Je ne suis pas d'accord avec vous, Larry, tout en respectant grandement votre capacité à voir au-delà de ce que je peux percevoir sur le plan militaire. Mais j'ai personnellement parlé à une personne qui a un accès direct au président Pezeshkian, et elle m'a décrit une ambiance positive. Elle m'a dit qu'il y avait de l'espoir, pour la première fois depuis de très nombreux jours, voire des semaines. Et du bureau du Premier ministre pakistanais, on m'a indiqué qu'il y avait des communications constantes dans les deux sens, l'ambassadeur par intérim, Baker, jouant un rôle important. Enfin, bien sûr, Larry, personne ne peut prédire ce que Trump va faire, pas même lui. Eh bien, en fait, je ne suis pas d'accord. Nous pouvons prévoir ce que Trump va faire. Nous pouvons prévoir que Trump va être très imprévisible. Trump va dire des choses contradictoires. Et pour l'instant, Trump reste publiquement sur une position qui ne montre aucune ouverture à la conciliation avec l'Iran. Vous avez raison de dire qu'il serait judicieux pour lui d'essayer de trouver une porte de sortie. Mais les questions auxquelles ils font face, je pense que
Encore une fois, comme je l'ai dit au début, ce qui va guider Trump là-dessus, c'est ce qui se passe avec l'économie américaine. Et cela pourrait finir par être le principal levier dont disposera l'Iran. Pas directement, mais simplement parce que Trump sera tellement occupé à essayer de sauver l'économie américaine que l'Iran passera au second plan. Eh bien, ma économie s'effondre. Vous et moi le savons. Et comme l'Iran joue la montre, qu'il sait exactement ce qui se passe à Washington et qu'il connaît toutes les pressions qui s'accumulent autour de Trump, il n'est pressé par rien. Par exemple, il n'est pas pressé de normaliser le commerce maritime et la navigation à travers le détroit d'Ormuz. D'ailleurs, il vient de dire aux Omanais, « Arrêtez de faciliter votre corridor sud, parce que vous interférez avec la manière dont nous gérons notre système de navigation. » Donc maintenant, ce sera essentiellement contrôlé par, tout sera contrôlé par le nord et le sud. Et cela, alors même qu'il dispose pratiquement d'un projet relativement finalisé de système temporaire de navigation dans le détroit d'Ormuz, entre Mascate et Téhéran. Mais les dirigeants de Téhéran ont déjà dit aux Omanais, en même temps, écoutez, pour le moment, nous contrôlons l'ensemble. Peut-être qu'on pourra signer quelque chose dans quelques jours. Ce sera temporaire. Et ensuite, on commencera à discuter, à la table des négociations, de ce que sera le règlement final concernant la navigation dans le détroit d'Ormuz. Donc, une fois de plus, l'Iran est en position de force. Ils ont les cartes en main. Ils font tourner l'horloge. Ils ne sont pas pressés. Et ils savent que, comme vous l'avez mentionné, Trump est acculé. Le problème, comme nous le savons tous, c'est que les animaux acculés deviennent bien plus dangereux. Donc encore une fois, quand je faisais mon petit résumé de ce que nous avons appris depuis le début de la semaine, depuis le début du voyage pakistanais à Téhéran, il n'y a aucune garantie que cela. Disons qu'à première vue, cela ressemble à une feuille de route très prometteuse, qui implique beaucoup de diplomatie. Et comme Larry le sait mieux que quiconque, les États-Unis ne font pas de diplomatie. Alors, où cela nous laisse-t-il? Eh bien, je ne suis pas d'accord avec vous deux, simplement parce que j'ai parlé à certaines personnes qui ont exprimé beaucoup d'enthousiasme. Mais nous ne sommes pas exactement Zulfikar. Nous ne contredisons pas et ne contestons pas cette merveilleuse nouvelle atmosphère, ce nouvel esprit entre les Pakistanais et même certains Iraniens. C'est extrêmement positif compte tenu de la noirceur de la situation. Mais cela ne garantit pas que cette nouvelle feuille de route remaniée, qui est en fait la feuille de route précédente, avant que le protocole d'accord ne soit détruit par le président des États-Unis, va fonctionner. C'est tout. Ce n'est pas. Par exemple, je peux comprendre pourquoi Pezeshkian est soumis à une forte pression. Et Pezeshkian n'est pas un jusqu'au-boutiste. Au contraire, c'est un réformateur. Donc les réformateurs veulent une forme d'accord. Et c'est très très important. Mohsen Rezaei ne veut pas n'importe quel accord. Il veut l'accord qu'il réclame depuis le début. Voilà nos conditions. Nous n'avons pas bougé et nous n'acceptons qu'un accord conforme à nos propositions, à nos recommandations et en fait à nos exigences. Elles sont toutes très explicites. Tout le monde les connaît et elles figurent dans le protocole d'accord. Et là encore, on revient toujours au même vieux problème. Le président des États-Unis va-t-il enfin se résoudre à respecter les engagements du protocole d'accord qu'il a signé? Une fois de plus, aucune garantie, quelle qu'elle soit. Eh bien, je dois ajouter une information supplémentaire que j'aurais dû mentionner plus tôt. Il y a beaucoup de coordination entre le Pakistan et le bureau de Wang Yi, qui soutient totalement ce que fait le Pakistan. Bien sûr, il soutient totalement la Chine, totalement l'Iran, et pousse les deux, le Pakistan
et l'Iran. Pékin, Islamabad, Téhéran, totalement alignés. Aucun doute là-dessus. 100% alignés. Et ils poussent. J'aurais donc dû préciser que l'enthousiasme vient aussi de là. Alors je vais être beaucoup plus optimiste que mes estimés collègues que je respecte profondément. Et je soutiens pleinement leur point de vue, parce qu'il vient de l'observation éclairée de quelqu'un qui est totalement imprévisible, totalement dépourvu d'intégrité. Il est en fait malveillant. C'est le président des États-Unis. Nous avons donc affaire à quelqu'un qui a passé sa vie à se comporter comme un chef mafieux, à intimider les autres en fait. Mais c'est ce que nous avons. D'après ce qu'on me dit, d'après ce que j'ai entendu, d'après ce que j'entends depuis toute la nuit, j'ai passé la majeure partie de la nuit éveillé. J'ai peut-être dormi 2 heures tout au plus, parce que des appels téléphoniques me réveillaient. Mais je suis optimiste. Et on me dit aussi de s'attendre, d'ici un jour, peut-être même plus tôt, à une annonce du bureau du Premier ministre Shahbaz Sharif, confirmant que ce que nous venons de rapporter a effectivement été accepté. On me dit donc que ce sera la première étape. Si cela se produit, le monde entendra ce dont nous venons d'informer notre audience. Une avancée importante sur la voie d'une résolution d'une guerre que les États-Unis ne peuvent pas gagner, que l'Iran a en fait gagné, et qui a plongé le monde entier dans une grande détresse à tous les niveaux. Donc, si nous avons une annonce dans les 2, 3 ou 4 prochains jours, cela signifie qu'en théorie, Washington et Téhéran se sont mis d'accord pour entamer des concessions simultanées des 2 côtés, dans l'esprit du protocole d'accord. Oui, si cela se produit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour l'instant, c'est donc ce que tout le monde attend, sans aucune garantie bien sûr. Mais si l'on compare avec ce jour que Larry a très bien décrit, le jour où le secrétaire au Trésor des États-Unis disait en gros à toute la planète « Quiconque fait des affaires avec l'Iran ou aide l'Iran sera expulsé du système du dollar américain ». Alors toute la planète a éclaté de rire et s'est mise à danser dans les rues, comme Martha and the Vandellas à l'époque de la Motown. Partout dans le monde, vous dansez? Vous êtes prêts pour quelque chose de tout nouveau? Oui, tout le monde danse dans les rues, Larry. Oui, nous sortons du système du dollar américain. Et ce sont les Américains qui nous obligent à le faire. C'est pas génial, ça? Eh bien, Pepe et Larry, je vais le révéler parce que j'ai effectivement été autorisé à le faire. J'ai parlé avec la personne qui travaille au bureau du Premier ministre et qui est chargée de rédiger cette annonce. Cette annonce précise dont je viens de vous parler, dont j'ai en fait parlé à toute l'audience mondiale, annonçant que cet accord a été conclu. Simultanément, c'est le terme qu'on m'a donné. Simultanément, l'Iran et les États-Unis feront le premier pas. L'ordre des étapes a été convenu. L'Iran ouvrira de manière contrôlée le détroit d'Ormuz. Vous dites que les Américains se sont déjà mis d'accord sur l'ordre des étapes. Exactement. C'est ce que je vous explique depuis le début. Nous n'en avons pas. Je viens de vous le dire. D'accord. Mais jusqu'à présent, nous n'avons aucune preuve de cela. Je comprends que vous n'avez aucune preuve, mais c'est une information privilégiée qui nous parvient, à moi, puis de moi à vous, et à notre audience mondiale. Elle vient de l'homme qui rédige cette annonce. Elle sera annoncée par Sharif, pas par Asim Munir. Et cela se fera dans les prochaines 24 à 48 heures. C'est une information majeure. L'homme qui rédige ce texte est celui qui m'a parlé. Comment pourrais-je être plus précis?
La seule chose que je peux dire, c'est « D'accord, attendons de voir ». Eh bien sûr, vous savez, il faut attendre de voir. Parce qu'on a affaire à un Bulgare qui est aussi stupide, aussi malveillant, et qui se comporte comme un enfant de 4 ans. Eh bien, mais ça veut dire que ça pourrait ne pas arriver. Et c'est précisément mon point. Je ne doute pas de la fiabilité de la personne à qui vous avez parlé. Je ne doute pas qu'il ait dit ce qu'il croit sincèrement. Je ne doute pas que vous rapportiez fidèlement ce qu'il a dit. Mais je dis aussi qu'il n'est pas dans la tête de Donald Trump. Oui. Et peu importe même ce que Donald Trump a pu dire, parce que selon le moment, Trump a défendu toutes les positions possibles. Si vous dessinez un cercle, il a occupé toutes les positions dans ce cercle, y compris parfois exactement l'opposé. Donc même J.D. Vance en a déjà fait l'expérience par le passé. Robert Barnes appelle ça « retirer le tapis ». Juste au moment où vous pensez être parvenu à un accord, Trump retire le tapis sous vos pieds. Et je dis simplement que c'est là-dessus qu'il faut être prudent. C'est optimiste. Mais il ne faut pas exclure que Trump puisse encore retirer le tapis. Eh bien, je ne suis pas du tout en désaccord avec cette appréciation, Larry. Je la respecte. Je la respecte pleinement. Mais je pense aussi que de notre point de vue, je veux dire, du point de vue de cette chaîne, nous devons à notre audience de rapporter avec intégrité ce que nous avons entendu. Oui, et c'est ce que nous faisons. Exactement. Nous n'y ajoutons rien. Nous n'en retirons rien non plus. En fait, j'ai même révélé d'où je le tenais, de l'homme chargé personnellement par Sharif de rédiger cette annonce. Il m'a parlé au téléphone, avec l'autorisation évidemment de Sharif et de tous les autres, d'Asim Munir, et ainsi de suite, pour me dire « voilà ce que j'écris. Voilà ce qui selon nous va se produire. Et attendez-vous-y. Le délai est de 24 à 48 heures, au cours desquelles nous allons l'annoncer, avec l'autorisation de Sharif, des dirigeants iraniens et des dirigeants américains. Trump, évidemment. Donc quand cela se produira, nous ferons un pas de plus vers la fin de cette guerre impossible à gagner, qui n'a créé que des catastrophes. Mais qui a aussi créé, il faut le souligner, un nouvel ordre mondial. L'Iran est désormais la puissance régionale dominante, et les États-Unis sont hors jeu. Et le pétrodollar est en déclin. C'est donc une information très importante, très significative. Nous avons le privilège et l'honneur qu'on nous fasse confiance pour la transmettre aux personnes qui sont abonnées à notre chaîne. Et nous vous sommes profondément reconnaissants, à vous comme à Larry, de l'analyser et de nous faire part de votre point de vue. D'accord, ça me va. Merci. Petit rappel à tout le monde. Pensez à cliquer sur les boutons « J'aime » et « S'abonner ». Allez voir le Substack et parlez-en à vos amis. Nous vous donnons les meilleures informations et analyses possibles, ainsi que des pistes de réflexion. Et encore une fois, comme l'ont dit Pépé et Z, nous verrons comment les choses évolueront dans les jours qui viennent. Merci de nous avoir regardés. Merci beaucoup d'être venu sur notre chaîne. Nous vous en sommes reconnaissants. Pépé, allez-y pour le mot de la fin, s'il vous plaît. Non, c'est tout. Je suis déjà dans une posture d'attente. Santé. Bon, vous serez les premiers informés quand cette annonce, quelle qu'elle soit, tombera. Comme vous le savez, ce sera un honneur pour moi de la recevoir, et je vous la transmettrai immédiatement, quelle que soit l'heure à laquelle elle arrivera. Et espérons qu'elle confirmera ce que nous venons de dire. Alors, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner. Si vous aimez ce que nous faisons, rendez-vous sur notre chaîne Substack pour 5 $ par mois. Nous vous l'enverrons directement dans votre boîte mail 2 fois par semaine, et cela nous soutiendra. Merci infiniment d'être des membres si précieux. Au revoir.
are very valued members. Bye bye.